lorsque la CENI nous avait reçus, nous avions demandé à la CENI que nous puissions mettre à sa disposition nos experts pour suivre le travail qui se faisait à ce niveau-là, le travail de doublons, le travail de mineurs dans les fichiers, en fait le travail du nettoyage du fichier électoral. Nous avons envoyé nos experts ensemble avec le MLC. Depuis le début du mois de mars, aucune réponse ne venait. Et nous avons dernièrement reçu la lettre du président nous disant que l'opposition n'avait droit qu'à 3 membres dans l'équipe qui devra auditer le fichier. Et nous avons désigné un membre pour l'UNC, un pour le MLC, un pour l'UDPS, selon le poids des groupes parlementaires. Parce que la représentation de l'opposition au sein de la CENI s'est faite sur cette base-là, conformément à la loi organique de la CENI. Alors, qu'est-ce que nous attendons? La loi est promulguée, c'est vrai. Ça porte à croire que c'est un travail inutile. Non, ce n'est pas inutile. Lorsque nous avons débattu de la loi sur la répartition des sièges, il était convenu que si jamais l'audit affichait des chiffres qui présentent des écarts avec ceux qui ont permis de faire la répartition des sièges, il y aura une loi rectificative. Et donc le travail va se faire et on va en apprécier les conclusions qui pourront commander, si les écarts sont importants, que une loi rectificative soit proposée à l'adoption des 2 chambres du Parlement. Voilà. Le CENSA s'inquiète au jour d'aujourd'hui du fait qu'il y a la non-tenue de réunions des tripartites. Il lance les invitations, la CENI comme le gouvernement ne font pas acte de présence. Vous ne craignez pas avec le CENSA que demain ou après-demain les choses se révèlent autrement, puisqu'il a été décidé que le CENSA et le gouvernement, la CENI ensemble, puissent faire le suivi du processus électoral, chose qui n'est pas réalisée. Comme vous savez, nous ne sommes pas membres du CENSA. Les gens se sont précipités, alors que politiquement, ils ne représentent rien. Le président du CENSA, que je respecte beaucoup, n'a qu'un député au sein de l'Assemblée nationale. Il n'a pas de poids politique. Et à partir de ce moment-là, il est difficile qu'il se fasse respecter. Surtout que en face, il a des partenaires, notamment de la majorité, qui ne respectent rien. Alors là, ce sont ces problèmes. Il n'a pas voulu comprendre qu'il ne s'agissait pas de questions d'ambition personnelle. Il s'agissait de questions de poids politique et que lui n'a pas de poids politique. Et voilà ce que ça donne. Et même le gouvernement lui-même, le Premier ministre n'a pas de poids politique. Ce gouvernement ne pèse pas, il ne représente pas grand-chose, il subit. Il subit. Le Premier ministre aujourd'hui est comme le coordonnateur de l'exécutif, alors que la Constitution dit que le Premier ministre est chef du gouvernement. La politique se fait sur base de la représentativité. Lorsque vous faussez cette loi-là de la représentativité, vous prenez des gens qui ne représentent pas grand-chose, vous mettez ceux qui représentent la population de côté, ça ne peut pas marcher. Ce n'est que normal, bon, ils ont tiré leur vin, il faut qu'ils le boivent, il est amer, ben, ça c'est leur problème. Vous le dites, puisque le ministre de l'EPSP s'est dressé contre le Premier ministre. Bon, pas forcément ça. Écoutez, pour peu que je suive le débat entre le Premier ministre et le ministre de l'EPSP, je crois que c'est le Premier ministre qui ne respecte pas les lois du pays. Les attributions des ministres sont fixées par ordonnance du président de la République. Point barre. Il faut regarder maintenant
dans l'ordonnance du président de la République qui a suivi la nomination de ce gouvernement, quelle a été la répartition des attributions qui étaient faites. D'ailleurs, je suis en train d'étudier ce dossier-là parce qu'on ne peut pas jouer avec le secteur de l'enseignement. C'est un secteur stratégique dans un pays. Alors un gouvernement qui se plaît à se chamailler comme ça, même sur les réseaux sociaux, sur un problème aussi important que celui-là, je crois qu'il faudra que le Parlement s'intéresse à cette situation-là. Elle n'a que trop duré. Et moi, personnellement, je suis en train de lire. Si jamais je trouvais qu'il y avait moyen, je crois que je pourrais initier quelque chose au niveau du Parlement pour que cette question soit définitivement réglée. Mais il faut retenir que les attributions des ministres ne sont pas fixées par le Premier ministre selon notre Constitution, c'est le président de la République par ordonnance. Et il existe une ordonnance portant organisation, attribution, fonctionnement du gouvernement. Que prévoit cette ordonnance en cette matière-là? Si l'ordonnance n'a rien prévu, qu'on se réfère au président de la République, que le Premier ministre fasse des propositions au président de la République pour que celui-ci complète son ordonnance. Quand Goïmoulunda propose une autre table ronde pour régler les choses du pays au regard de tout ce qui se passe, vous lui donnez raison. Nous ne sommes plus disposés à négocier avec cette majorité qui ne respecte rien. Vous voyez l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord n'est pas appliqué. C'est plutôt la volonté du président de la République qui est appliquée. Alors, on va continuer à négocier avec ces gens jusqu'où, sachant qu'ils ne respectent rien. Nous sommes plutôt disposés à voir avec la CENI qu'est-ce qu'il faut pour que les élections revêtent un caractère consensuel. Nous voulons voir avec la CENI la machine à voter, oui ou non. Nous allons lui dire non pour telle raison. Et c'est le moment de trancher cette question. Parce que tant qu'on n'a pas encore déposé les candidatures, tant qu'on n'a pas encore clos le contentieux des candidatures, il est encore temps de trancher cette question-là. Sinon, ça risque d'être tard et c'est des manœuvres pour prolonger les élections au-delà de la date qui se trouve dans le calendrier de la CENI. Parce que pour nous, les élections doivent avoir lieu impérativement le 23 décembre 2018.